Ordre, s'il vous plaît. La Commission des relations avec les citoyens reprend ses travaux. Nous recevons donc de l'Université McGill le professeur Fabrice Labo. Bonjour, professeur Labo. Alors, vous allez avoir 10 minutes pour présenter votre exposé et le temps commence maintenant. Merci beaucoup, Madame la Présidente, distingués membres de la Commission, Mesdames et Messieurs, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui au nom de l'Université McGill et d'avoir cette occasion d'échanger sur un sujet qui touche au fondement même de la mission de notre institution et ultimement à sa capacité à pleinement jouer son rôle au sein de la société québécoise. Mon nom est Fabrice Labo, je suis premier vice-principal exécutif adjoint aux études et à la vie étudiante et aussi professeur au département de génie électrique et informatique de l'Université McGill. Dans le cadre de mes fonctions, je suis responsable de la mise en œuvre des politiques, des mesures et de décisions qui ont pour but d'améliorer la qualité de vie étudiante et de l'enseignement à McGill dans une perspective de développement et d'épanouissement des membres de notre communauté universitaire. Fondée il y a plus de 2 siècles, l'Université McGill a pour mission d'enrichir le savoir et d'en favoriser la création et la transmission, en offrant la meilleure formation possible, en effectuant de la recherche jugée excellente selon les normes internationales les plus rigoureuses, et en étant au service de la société. Et d'ailleurs, ce 3e pilier de sa mission est ultimement son objectif fondamental. McGill figure au premier rang des universités canadiennes, offrant des programmes de médecine et de doctorat, et se classe année après année parmi les meilleures universités du monde. Sur ces 3 campus, l'Université McGill propose 300 programmes d'études et déploie une multitude d'initiatives en recherche. Son corps professoral de près de 1800 membres provient des 4 coins du monde et sa population étudiante compte plus de 39 000 étudiants, incluant 12 000 étudiants internationaux provenant de plus de 150 pays, dont la présence à Montréal enrichit la société québécoise. Fait à rappeler, plus de la moitié des étudiants de McGill sont québécois et 60% de sa population étudiante parle français ou l'a comme langue maternelle, de même que la grande majorité de ses dirigeants. Chaque année, l'université remet près de 9 700 diplômes à ses étudiants, répondant ainsi aux besoins du marché du travail québécois et formant les prochaines générations de leaders, de bâtisseurs, de scientifiques, d'intellectuels ou d'artistes. En somme, McGill est profondément ancrée au Québec et elle est consciente de ses responsabilités, notamment à l'égard de la protection et de la promotion de la langue française. Si la principale langue d'enseignement ici est l'anglais, le français occupe néanmoins une place importante sur tous nos campus. Comme nous l'avons détaillé dans notre mémoire, McGill valorise et promeut la langue française par le biais de plusieurs mesures politiques et initiatives que je me permets d'énumérer brièvement de façon non exhaustive. Par exemple, l'offre d'occasions d'apprentissage et d'interaction en français dans le cadre de cours, de séminaires, d'ateliers, de conférences. La possibilité pour tous nos étudiants et étudiantes de remettre leurs travaux, leurs examens, leurs mémoires, leurs thèses en français. Un programme d'immersion qui est conçu avec l'appui de l'Office québécois de la langue française et destiné aux étudiants non francophones de l'université, y compris les étudiants internationaux. Et durant l'été, un programme d'immersion en français et de découverte de la culture québécoise qui est offert en collaboration avec nos collègues de l'Université du Québec à Chicoutimi. On a aussi une offre de formation de premier cycle en médecine entièrement en français à notre campus Outaouais et qui est situé à Gatineau. La collaboration aussi avec l'Université du Québec en Outaouais sur ce même campus de Gatineau pour l'année préparatoire en médecine. Et bien sûr, il ne s'agit que de quelques exemples des multiples dimensions dans lesquelles l'Université McGill déploie ressources et expertises dans la promotion de la langue française, de la culture francophone et dans l'avancement finalement de la société québécoise. Comme nous l'avons indiqué dans notre mémoire, nous souscrivons pleinement à l'objectif du gouvernement du Québec qui souhaite voir les universités anglophones jouer un rôle plus important dans la francisation des professeurs et des étudiants venant de l'étranger qui enseignent ou qui étudient dans leurs établissements. Nous sommes déterminés à continuer à agir en ce sens. Je réitère également que McGill est d'accord avec les principes de la démarche actuelle du gouvernement pour la promotion et la protection du français au Québec en égard à l'immigration. Mais nous sommes fortement préoccupés quant à ses probables conséquences négatives et involontaires sur notre capacité à attirer et à retenir les meilleurs talents du Québec. Tout d'abord, au niveau des étudiants internationaux, nous avons des inquiétudes quant aux effets que pourra avoir la distinction faite entre les programmes francophones et les programmes anglophones dans le cadre des modifications annoncées au programme de l'expérience québécoise, le PEQ. Nous craignons en effet qu'une part importante de notre population étudiante provenant de l'étranger remette en question ses projets de venir étudier à McGill par crainte de ne pas pouvoir rester au Québec par la suite. Les étudiants internationaux qui choisissent le Québec y apportent une précieuse diversité de points de vue et d'expériences. Ils ne sont pas venus au Québec pour l'angliciser, mais pour poursuivre un projet académique avec ouverture et une certaine curiosité intellectuelle. Pour certains, il s'agit aussi d'un projet de vie.
et ils n'hésiteront pas à saisir les occasions des occasions de francisation et d'intégration à la société québécoise qui leur seront offertes. Dans l'optique de franciser et de retenir un plus grand nombre d'étudiants étrangers après l'obtention du diplôme, ce qui est à la fois l'objectif de McGill et du gouvernement, nous sommes d'avis que les orientations proposées par celui-ci s'avéreront contre-productives. Nous croyons qu'il serait préférable d'évaluer chaque candidat à l'immigration individuellement, plutôt qu'en défavorisant d'emblée ceux ayant suivi un programme anglophone. Cela aurait pour effet d'exclure de nombreux excellents candidats à l'immigration, non francophones, comme certains francophones aussi, qui auraient choisi de faire leurs études secondaires en anglais. À titre d'exemple, suite à l'annonce du projet de réforme, j'ai moi-même été contacté récemment par un de nos étudiants originaire de Chine, qui a, en plus de ses cours universitaires à temps plein, décidé de suivre des cours de français pour s'intégrer à la société québécoise. Cet étudiant s'inquiète maintenant pour son projet de vie au Québec qu'il a patiemment construit au cours des dernières années. En plus de ces impacts sur l'attraction et la rétention des étudiants, nous redoutons aussi et anticipons que les propositions du gouvernement auront des effets négatifs sur notre capacité à mener à bien une autre partie importante de notre mission, c'est-à-dire de mener des travaux de recherche d'envergure internationale dans un esprit d'ouverture, de collaboration et toujours porté par un profond sens de l'intérêt public. Pour McGill et pour toutes les institutions universitaires québécoises, la capacité d'attirer et de retenir les meilleurs chercheurs en provenance de l'étranger est vitale afin de faire du Québec un pôle international d'idées, de culture, de savoir, de perspectives et de voies diverses et riches qui nous permettront de faire des avancées cruciales en matière de durabilité, de santé des populations, de justice et de sécurité, afin de répondre aux défis sociaux, économiques et environnementaux de notre époque. Nous avons l'intime conviction que l'avancement du bien commun et la recherche de ces solutions passent par une collaboration académique sans frontières, qu'elle soit géographique ou linguistique, et par notre aptitude aussi à convaincre les chercheurs les plus talentueux de se joindre à nos équipes de recherche et notre corps professoral afin de constituer le fer de lance de nombreuses initiatives d'avant-garde. C'est l'approche de McGill et elle lui a permis de livrer la marchandise. Par exemple, comme nous l'avons souligné dans notre mémoire, non sans fierté d'ailleurs, pas moins de 3 des 10 études citées dans l'édition 2022 des découvertes de l'année de Québec Science étaient liées à notre institution. L'Université McGill, forte de la diversité de talents qui la composent, contribue depuis 2 siècles au succès de la société québécoise. J'irai plus loin en affirmant qu'elle est elle-même un succès québécois, par son ouverture, sa détermination, l'excellence et l'engagement de ses membres et son ancrage profond dans la communauté. Au-delà des palmarès, des classements, des statistiques, toutes ces questions et les orientations qui seront ultimement suivies par les autorités gouvernementales auront des conséquences bien réelles sur les vies d'hommes et de femmes. Chacun d'entre eux est un futur concitoyen confiant dans l'ouverture de la société québécoise, dans la perspective que le Québec devienne pour eux l'endroit idéal pour poursuivre leur projet de vie, ici plutôt qu'à Toronto, Boston, Paris ou ailleurs. Afin d'illustrer leur parcours et tout en rappelant que nous sommes une communauté de scientifiques pour qui les données probantes constituent le socle de nos prises de décision, j'aimerais partager avec vous quelques anecdotes relatées par les membres de notre communauté en lien avec les défis et les aléas des parcours des gens venus d'ailleurs qui viennent travailler ici. Nous avons par exemple eu récemment 2 cas de professeurs au potentiel prometteur qui ont quitté McGill en raison des difficultés et des délais liés au processus d'immigration. Notre université a également récemment perdu une candidate convoitée par notre faculté de génie qui a finalement été recrutée par une autre université canadienne hors Québec en raison des délais d'obtention d'un permis de travail. L'année dernière, nous n'avons pas réussi à recruter une prestigieuse candidate de nationalité indienne et domiciliée aux États-Unis pour une banale question de visa afin qu'elle puisse venir à Montréal pour une entrevue. Elle a finalement accepté l'offre d'une autre institution. Ce ne sont là que quelques exemples des défis associés au processus de relocalisation et d'immigration. Et nous sommes d'avis que toutes les contraintes et restrictions supplémentaires qui pourraient être ajoutées seraient contre-productives et contre l'intérêt de la société québécoise. Cela dit, et comme nous l'avons souligné dans notre mémoire à la Commission, une fois ces talents universitaires établis à Montréal, McGill est conscient de sa responsabilité sociale et est résolu à contribuer pleinement à leur francisation et leur intégration au sein de la société québécoise et à consacrer les ressources à cet effet. Par exemple, McGill continue le développement et le déploiement du programme Mon Français, qui s'adresse aux membres du personnel enseignant ainsi que leurs conjoints et conjointes qui sont en quête de résidence permanente. Paradoxalement, les orientations proposées par le gouvernement viendraient faire obstacle à notre capacité même de remplir des objectifs de la révision de la politique québécoise de financement des universités quant aux enjeux de main-d'œuvre dans les secteurs stratégiques et à notre capacité de contribuer au développement économique par la recherche de pointe et l'innovation, comme nous l'avons souligné dans notre mémoire.
En conclusion, je pense que les universités québécoises sont des carrefours de connaissances et de culture. Elles créent des ponts avec les chercheurs, les scientifiques, les innovateurs de partout dans le monde. Et depuis plus de 2 siècles, l'Université McGill a ouvert ses portes à un nombre incalculable de personnes talentueuses, sans égard à leur nationalité, origine ethnique, conditions socio-économiques, convictions religieuses, idéologiques ou langue. Encore une fois que nous avons amené des talents internationaux à s'établir au Québec, l'Université McGill souscrit pleinement à l'idée de contribuer davantage à leur francisation et nous sommes prêts à y consacrer davantage de ressources et nous y travaillons au moment où on se parle. Et une petite dernière anecdote pour conclure. Le 29 mai 2023, à l'occasion de la cérémonie d'installation qui allait confirmer sa nomination à titre de 18e principal et vice-chancelier de notre université, le professeur Deep Saini, qui a longtemps enseigné la biologie végétale en français à l'Université de Montréal, a exprimé le souhait que soit interprétée la chanson « Je reviendrai à Montréal » de Robert Charlebois. Ce choix symbolisait le fort attachement au Québec, à sa langue et à sa culture de notre nouveau dirigeant, mais surtout que son retour à Montréal après les années passées dans une autre province constituait bel et bien pour lui un retour dans la plus grande société francophone d'Amérique. Au-delà de la symbolique, la haute direction de McGill a bien l'intention de poursuivre et de renforcer l'engagement de McGill envers la promotion et la valorisation de la langue française, et des initiatives majeures en ce sens sont en préparation et seront annoncées prochainement. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Professeur Labo, merci beaucoup pour cette présentation. Je ne suis peut-être pas issue de l'immigration et ce que je vais vous dire ne me rajeunit pas parce que ça remonte à 33 ans au moins. Mais oui, j'ai fréquenté l'Université McGill dans un département entièrement francophone, littérature française et québécoise. Alors, je peux dire que ce que vous dites est tout à fait vrai. Alors, je me tourne maintenant du côté de la banquette gouvernementale pour une période de un petit peu moins de 16 minutes, 15 minutes et 20 secondes. Madame la ministre, le micro est à vous. Merci, Madame la Présidente. Alors, merci, Monsieur le vice-principal. Nous apprécions grandement que vous preniez part à cet exercice, à cette discussion sur un thème de grande importance, à la fois pour notre devenir économique, mais également pour la langue française. Comme vous avez vu, la connaissance du français devient un axe principal, un axe majeur de nos réformes en matière d'immigration permanente, réformes que nous avons donc présentées au printemps dernier. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer les initiatives que l'Université McGill a mis de l'avant. Vous en avez énoncé plusieurs que vous avez mises de l'avant et je serais intéressée à poursuivre cette discussion dans le cadre de nos échanges sur le rôle que pourra jouer l'Université McGill en lien avec le français. Je voudrais revenir dans un premier temps sur quelques passages de votre mémoire, juste pour faire quelques précisions, en fait, par rapport à la réforme qui a été proposée pour le PEC diplômé. Donc, simplement pour mentionner que pour les étudiants qui auront obtenu un diplôme d'un programme en anglais, auront tout de même la possibilité d'appliquer pour le PEC diplômé s'il advenait qu'ils aient fait 3 ans d'études en français, soit au niveau secondaire ou post-secondaire. Et advenant que ce ne soit pas le cas et qu'ils souhaiteraient déposer une candidature pour la résidence permanente, bien, il sera toujours possible pour eux de le faire après une année d'expérience sur le marché du travail s'ils maîtrisent le français au niveau qui est requis à travers le programme régulier de travailleurs qualifiés ou à partir de l'an prochain, automne 2024, à travers le programme de sélection des travailleurs qualifiés. Donc, il y a toujours cette voie de passage, cette possibilité qui demeure pour les étudiants ayant gradué d'un programme en anglais. Il est de notoriété publique que l'Université McGill se classe parmi les meilleures universités au monde et elle contribue grandement au rayonnement à la fois de la métropole, du Québec, du Canada. Donc, moi, j'aimerais que vous nous parliez un peu, je vous en félicite d'une part parce que c'est un accomplissement qui mérite notre admiration. Et j'aimerais que vous nous partagiez des chiffres sur le recrutement international, vos chiffres de recrutement international qui, j'imagine, sont très bons, là, suivant les grandes données que vous nous avez partagées. Mais au cours des dernières années, est-ce que ce fut le cas également? Est-ce que vous êtes parvenu à recruter sur le plan international de très bons talents? Oui, bien sûr. Donc, peut-être que je vais peut-être revenir sur votre première remarque à propos du
de l'idée qu'effectivement nos diplômés des réseaux universitaires anglophones auront l'opportunité de passer par le chemin régulier. Je pense que c'est bien important de conserver ça, mais je pense aussi du point de vue de l'attractivité de nos universités, l'idée que nos étudiants, et l'exemple que je vous donnais par exemple de cet étudiant chinois qui a travaillé fort pour apprendre le français et s'intégrer, leur fermer la porte à ce que j'appellerais la voie rapide qu'on est en train de déployer au travers du PEC, c'est une difficulté. Puis, je ne sais pas si vous avez peut-être vu dans la presse ce matin, il y avait un article sur les étudiants internationaux et ça m'a frappé qu'il y avait une étudiante qui avait été interviewée par les journalistes de la presse qui avait un profil très intéressant. C'est une étudiante de nationalité française qui avait fait toutes ses études secondaires primaires aux États-Unis et qui était arrivée à McGill pour faire ses études universitaires. Et typiquement, c'est une personne qui est complètement bilingue, francophone, et qui n'aurait pas accès au programme du PEC. Donc, c'est un exemple aussi de cas où on se dit, ça serait peut-être une bonne idée de regarder ces gens-là individuellement et de leur permettre aussi de présenter un dossier qui pourrait leur ouvrir les portes du PEC. Pour en revenir à votre question, plus au niveau du recrutement international, peut-être je vais vous demander de préciser, vous parlez principalement des étudiants internationaux ou bien du personnel? Oui, des étudiants internationaux. Oui. Au niveau des étudiants internationaux, comme je le disais, on a à peu près 12 000 étudiants internationaux à l'Université McGill, ce qui constitue à peu près une trentaine de % de notre effectif total. Puis c'est important de noter que c'est notre plan stratégique en termes de recrutement, c'est qu'on veut avoir maximum 30 %. Donc on a aussi entre 25 et 30 % d'étudiants internationaux pour le simple fait que effectivement ça fait partie comme je le répète souvent, de l'ADN de notre institution, d'avoir ce multiculturalisme, ces nombreuses nationalités de 150 pays différents sur notre campus. Ça apporte à la valeur de l'expérience de nos étudiants, mais on veut aussi être clairement ancré comme université québécoise et donc on veut garder un équilibre entre la provenance de nos différents étudiants. Donc on est à peu près à 30 %, puis on n'a pas du tout l'intention d'en recruter plus. Le recrutement se passe relativement bien. Je vous dirais que il y a forcément eu un impact de la pandémie. Les effets de la pandémie durant la pandémie forcément ont été un petit peu complexes à gérer. On a eu des hausses du nombre de demandes, comme toutes les universités ont eu un nombre assez fulgurant du nombre de demandes. On n'a pas augmenté forcément notre nombre d'acceptations, comme je vous le disais, on se limite à 30 % de notre effectif. Après la pandémie, je trouve qu'on a des petites difficultés à s'adapter. Je pense qu'il y a certains facteurs géopolitiques qui jouent aussi, qui font que l'attractivité des études en Amérique du Nord, au Canada et au Québec en particulier, varie de temps à autre, dépendamment des pays. Au total, je pense qu'on s'en sort bien. Je pense qu'on a quand même aussi en même temps un recrutement des étudiants québécois qui est en train d'augmenter. Donc, on a une proportion de plus en plus grande d'étudiants québécois aussi dans notre université. Tant que vous avez eu de très bons chiffres, que vous êtes parvenu à atteindre vos objectifs ces dernières années en matière de recrutement d'étudiants étrangers, même si les critères d'accès au PEC ont été resserrés au cours des dernières années. Donc, est-ce que j'ai raison de penser que l'accès plus resserré au PEC n'a pas vraiment joué du côté négatif pour votre capacité à recruter des étudiants internationaux? Ça a beaucoup changé la dynamique parce que forcément, les restrictions qui ont été rajoutées au niveau du PEC ont rajouté des contraintes aux étudiants qui avaient leur projet justement de venir à McGill et d'ensuite pouvoir potentiellement s'installer au Québec. On a eu beaucoup plus de demandes, en particulier pour tous nos programmes de formation, nos programmes d'intégration, nos programmes de français. Il y a eu beaucoup plus d'intérêt par rapport à ces programmes-là, donc c'est quand même une très bonne nouvelle de notre point de vue aussi. La plupart de nos étudiants internationaux qui ont un projet de vie de rester au Québec, et forcément, c'est pas tous les étudiants internationaux qui ont ce projet de vie de rester au Québec, se sont quand même mobilisés pour pouvoir arriver à un niveau de français qui était suffisant pour pouvoir bénéficier du programme. Je pense qu'on a des difficultés par rapport au temps d'expérience qui était requis. Donc, les assouplissements par rapport à ça, je pense qu'ils sont extrêmement bienvenus. Puis je pense que toutes les universités vous le diront, c'est des assouplissements qui sont très bienvenus et qui nous
facilite quand même la tâche dans notre travail de rétention, d'intégration de nos étudiants internationaux. Dans le cadre de votre présentation, vous avez fait référence aux talents internationaux, là, cette fois à titre de membres du personnel ou des collaborateurs. J'aimerais rappeler que dans le cadre de la réforme du programme de sélection des travailleurs qualifiés, on a le volet 4 qui est présent, qui concerne les talents d'exception. Donc, de quelle manière est-ce que vous voyez comme possibilité d'utilisation de ce volet 4 pour vos professeurs, dont vous nous dites qu'ils sont des professeurs de renommée? Je pense que ça peut être une voie de passage pour une partie des gens que vous aviez en tête quand vous nous parliez d'aller recruter et de continuer à travailler avec des chercheurs de calibre international. Écoutez, la façon dont ça marche pour la plupart de nos professeurs, c'est que on les recrute dans des profils d'immigration temporaire, et puis ils partent vers la résidence permanente après ça. Les programmes qu'on utilise sont tous ceux qui sont à notre disposition, dépendamment des circonstances des individus. Puis je pense qu'on essaye de travailler fort avec les talents qu'on recrute. Comme vous dites, c'est des gens qu'on va recruter à l'international parce qu'ils ont des qualités exceptionnelles, parce que ce n'est pas forcément des gens qu'on va retrouver sur un marché local. Et donc, dépendamment des années, on recrute entre 60 et 90 professeurs chaque année. Environ 2/3 proviennent de l'international en général. Donc, ça fait quand même pas mal de volume. Et dépendamment des individus, on va essayer d'utiliser tous les programmes qui sont à notre disposition. Moi, ce qu'on a constaté, puis les exemples anecdotiques que je vous donnais, c'est que dans l'état actuel des choses, au fur et à mesure de l'application des différents programmes qu'on a vus dans les 5 à 10 dernières années, il y a eu de plus en plus de complications par rapport à l'attraction de ces talents. Et je pense que le message principal qu'on a de notre point de vue, c'est une question de est-ce qu'on demande la connaissance du français préalablement, ou est-ce qu'on travaille fort avec nos gens pour qu'ils apprennent le français et qu'on travaille fort pour les intégrer au fur et à mesure qu'ils sont là. Parce que nous, de notre point de vue, dès qu'on demande au préalable une connaissance du français, ça nous rend leur recrutement plus difficile, en particulier quand on commence à avoir des demandes en termes de maîtrise du français pour les conjoints-conjointes, par exemple. Donc, c'est plus dans ce sens-là qu'on voulait faire notre message ici à la Commission par rapport à toutes les réformes possibles, quel que soit le programme. Et effectivement, comme je vous le dis, on utilise les programmes qui sont les plus adéquats pour chacun des individus qu'on recrute. On voudrait s'assurer qu'il y a suffisamment de souplesse pour qu'on puisse justement faire cet effort ensemble de recruter les talents, puis les garder au travers de programmes d'intégration. Et j'aimerais d'ailleurs souligner que parmi les anecdotes que vous avez mentionnées, il y en avait certaines qui étaient liées à des permis de travail ou à des visas. Alors j'aimerais simplement rappeler que les permis de travail et les visas sont délivrés par le gouvernement canadien. Donc c'est à ce niveau-là davantage que ça se trouve s'il y a un enjeu de ce côté. Parce que comme vous savez, c'est une compétence partagée entre Québec et Ottawa. Donc... C'est clair que dans notre perspective, on gère comme tout le monde le fait qu'effectivement c'est une compétence partagée. Ce qu'on voit parfois aussi, c'est qu'on a des individus qui se retrouvent à partir en Ontario parce que finalement le processus est plus simple pour eux que par le Québec, vu qu'on a un processus à 2 étapes, vu cette compétence partagée. Je pense que ce que je dirais de ce point de vue-là, c'est que, et je pense que toutes les institutions qui emploient du personnel en le recrutant à l'étranger vous diront que tout ce qui peut simplifier la coordination entre les 2 paliers, ça nous aide. Tout ce qui peut s'assurer de la cohérence entre les programmes des 2 côtés, ça nous aide aussi dans beaucoup de domaines. Par exemple, au niveau des étudiants internationaux, par exemple au niveau du recrutement, on a parlé beaucoup des raisons pour lesquelles les permis d'études se font refuser à Ottawa, qui est le fait que Ottawa trouve que
nous avons de la difficulté à démontrer au travers des étudiants qu'ils ne vont pas rester au Canada après leurs études, alors que de l'autre côté, on parle beaucoup de rétention, puis on essaye de les garder au Québec. Et je pense que cette cohérence entre les différents stades des processus d'immigration temporaire qui peuvent mener à de l'immigration permanente, je pense qu'il faut qu'on ait un travail là-dessus. Et tout ce qui peut être fait dans la coordination et la cohérence entre les deux paliers, ça nous aide énormément à chaque fois. Parfait. Bien, nous, on mettra l'accent, comme vous le savez, sur la rétention et la rétention avec intégration dans la société en français. Donc, on a mis plusieurs outils, dont Francisation Québec. Et d'ailleurs, je vous invite à diffuser cette information, que c'est accessible à la fois pour les étudiants étrangers qui ne maîtrisent pas le français et votre personnel également. En conclusion, parce qu'il nous reste peu de temps, vous mentionnez à la page 5 de votre mémoire qu'il n'existe aucune donnée fiable sur le taux de rétention des étudiants étrangers après l'obtention de leur diplôme et vous invitez donc le gouvernement à s'associer avec le milieu universitaire afin de mettre en place des moyens pour mesurer ce taux. Alors, j'aimerais que vous nous parliez, en fait, de votre perspective quant à ce qui pourrait être développé en partenariat pour avoir un meilleur suivi des étudiants étrangers. Oui, tout à fait. Écoutez, c'est une discussion qu'on a eue aussi avec le ministère de l'Enseignement supérieur en parlant de rétention justement des étudiants étrangers. On a essayé à l'intérieur de l'université aussi de faire notre propre petite machine à trouver des données, en essayant de recouper des données sur ce qu'on connaît de nos étudiants, ce qu'on connaît de nos anciens qui restent en contact avec l'université pour essayer d'avoir une idée de la rétention. Et c'est comme ça qu'on arrive tous à peu près dans les universités avec un chiffre qui est de l'ordre de 20 à 30%, sans avoir beaucoup plus de certitude, parce qu'on a des petits échantillons, on a des données qui ne sont pas très fiables. Et donc, la conversation qu'on a avec le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est d'essayer de voir si on peut mettre en place une vraie étude qui tiendrait compte des données qui sont disponibles à différents niveaux du gouvernement, dans différentes bases de données, que ce soit les bases de données de revenus, que ce soit les bases de données justement du ministère de l'Enseignement, pour essayer de pouvoir croiser des données entre les différents niveaux, pour qu'on ait des données fiables qui puissent nous permettre de savoir finalement, après 1 an, après 6 mois, 1 an, 5 ans, qui est toujours au Québec dans nos diplômes. Excellent. Bien, je profite au passage pour souligner qu'on a annoncé un financement, une subvention à hauteur de 5 millions de dollars pour une organisation chapeautée par le scientifique en chef Rémi Quirion sur les parcours migratoires. Alors, il pourrait être intéressant, si vous souhaitez aller de l'avant avec une proposition comme celle que vous avancez, de peut-être soumettre cette idée. Au fond, c'est le FQ, on essaie de chercher l'acronyme, un des fonds que gère M. Quirion. Donc, on pourra vous retrouver l'acronyme exact de ce fonds de recherche. Mais merci beaucoup, Monsieur le vice-principal. Merci beaucoup, Madame la ministre, pour cet échange. Professeur Labo, je me tourne maintenant du côté de l'opposition officielle pour une période de 12 minutes 23 secondes, et c'est le député de Néligan. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, merci pour votre présence. C'est très intéressant de voir vos efforts par rapport à la francisation, mais aussi projet Expérience, projet Québec. Moi, je vous invite à faire beaucoup de publicité par rapport à ce genre de projet. Très heureux de voir une université de renommée internationale. Madame la ministre l'a mentionné tout à l'heure. Je pense que nous devons tous être fiers de voir une université de ce calibre chez nous au Québec, et surtout avec vos efforts en collaboration avec l'Office québécois de la langue française. C'est très louable. Je vais commencer par l'étude. Si ma mémoire elle est bonne, et je ne sais pas si l'équipe de Madame la ministre peut aussi vérifier, mais j'ai l'impression que Montréal International avait déjà fait quelque chose dans ce sens sur la rétention des étudiants étrangers. Oui, il y a quelques années, pas récemment, vous avez raison. Ouais, oui, 15 ou 10, oui, vous avez raison. Mais ça serait très intéressant, moi je vous salue si jamais vous reteniez la proposition de Madame la ministre, surtout si les fonds existent, ça va nous outiller, je dirais même avec une bonne méthodologie, inclure la régionalisation. Il y a plusieurs universités aujourd'hui qui ont évoqué ce plan
le TS, j'ai entendu même Polytechnique aussi, mais ça serait génial que McGill aussi puisse contribuer avec votre savoir-faire. Désolé pour cette introduction longue, mais je trouvais quand même très valorisant de votre part venir aujourd'hui et nous dire un peu vos efforts aussi à l'intérieur de l'université. J'aimerais bien vous entendre sur les deux projets. Projet Expérience et le projet Québec. Vous avez l'occasion de nous partager un peu ce que vous faites à l'intérieur, ce beau parcours à l'intérieur de McGill. Écoutez, il y a plusieurs projets différents qu'on fait. Il y a un projet qui est un projet, je pense, qui est relativement nouveau. C'est le projet qu'on fait avec l'Université du Québec à Chicoutimi, qui est un programme d'immersion pendant l'été, où on envoie nos étudiants internationaux qui ont envie justement de s'immiscer dans la vie des Québécois, de s'immerger dans la vie des Québécois aussi. On les envoie dans une famille d'accueil pendant 4 semaines. La journée, donc ils vivent en français pendant toute la durée de leur séjour. Ils ont des cours de français, ils ont des visites d'entreprises en français dans la région. Et donc, non seulement c'est un programme qui nous permet de sensibiliser nos étudiants internationaux à la langue française, mais aussi à la culture québécoise. Et en plus, ça se passe en région. Puis ça, je pense que ça atteint plusieurs objectifs qui sont vraiment importants. Et puis, c'est des objectifs qu'on entend répéter souvent en ce moment et qui sont clairement énoncés aussi dans les notes du ministère par rapport à cette consultation. C'est la question de: est-ce qu'on peut essayer de retenir nos talents? Est-ce qu'on peut s'assurer que nos talents parlent français? Est-ce qu'on peut s'assurer aussi que nos talents sont sensibilisés aux régions? Et je pense que c'est tout ça qu'on essaye de faire au travers de ce programme-là. On a un programme d'expérience francophone qui est un programme local où, par exemple, on prend nos étudiants, puis on fait des visites culturelles à Montréal, tout en français, pour leur expliquer un petit peu c'est quoi la culture québécoise, c'est quoi la culture de Montréal. C'est des visites culturelles, c'est des visites qui se font avec des pairs qui leur parlent juste français. On a aussi un système de jumelage de langage, donc ça permet des échanges virtuels de langue et tout ce genre d'activités-là. Tout ça se passe dans le cadre, je dirais, d'un ensemble d'initiatives qu'on a créées au niveau de notre comité de la promotion et de valorisation de la langue française à McGill. C'est un comité qui a été très, très actif dans les dernières années, qui a d'ailleurs été finaliste au prix du mérite français de l'OQLF il y a quelques années. Donc, c'est vraiment un travail qui a été aussi reconnu. Et comme je le disais plus tôt, on est vraiment au travail en ce moment pour fortifier tous ces programmes, s'assurer que ces programmes ont plus de financement, plus d'intérêt, puis plus d'options aussi pour nos différents étudiants. Parce que c'est quand même important d'entendre ça et que l'ensemble des membres puissent l'entendre, mais aussi que ça reste un peu dans les archives de l'Assemblée nationale, surtout dans un passage, dans une commission importante, on parle d'immigration, mais vous savez, on parle aussi d'une université anglophone. Pas besoin de vous dire et de vous faire la genèse de tout ce qu'on peut dire et tout ce qui se dit sur une université comme la vôtre. Je vais vous ramener à la page 3. Non, la page 2. Oui, la page 2. Avec ce que vous venez de me dire, projet Expérience, projet Québec, vous dites que toutefois, nous exprimons notre préoccupation quant à ces probables conséquences involontaires ainsi qu'à notre capacité à attirer et à retenir les meilleurs talents au Québec, tout en encourageant leur francisation et leur intégration à la plus grande société francophone d'Amérique. Est-ce que vous pensez que les nouvelles mesures, surtout par rapport au PEC, handicapent votre université? Je pense que les nouvelles mesures qui sont proposées pour le PEC, en particulier l'idée que le PEC ne serait pas accessible aux étudiants qui viennent d'universités anglophones,
à moins d'avoir un passé d'enseignement en français, ben, ça nous handicape dans ces efforts-là, ces efforts justement qui sont destinés à intégrer et franciser nos étudiants internationaux. Et comme je le dis, c'est des efforts qu'on déploie déjà maintenant, mais qu'on veut encore déployer de manière encore plus ample dans les années qui viennent. C'est clair que si on ne peut pas montrer cette espèce de lumière au bout du tunnel pour nos étudiants, qui est le PEC, qui est le passage rapide, la voie rapide qui est accessible aux étudiants des universités francophones, ça va être d'autant plus difficile de les convaincre que on est tous là, comme société, comme nation, pour les aider à s'intégrer à la nation québécoise. Et donc, leur fermer la porte du PEC par défaut, je pense que c'est ça qui va vraiment nous nuire dans ces efforts qu'on est en train de faire. C'est clair que d'un point de vue plus global, il sera important pour nous, et je dis pour nous en tant qu'Université McGill, mais pense pour tout le réseau universitaire québécois, de réfléchir justement à nos objectifs de rétention. Combien des étudiants internationaux on veut retenir au Québec? Parce que c'est clair que les étudiants internationaux qui restent au Québec et qui s'intègrent dans notre société répondent à des besoins de main-d'œuvre qui sont criants en ce moment au Québec. Ça nous apporte une richesse dans notre société québécoise qui est difficile d'ignorer. Mais je pense qu'il faut aussi penser, se rendre compte que les étudiants internationaux qui viennent dans une université puis qui repartent après, ce n'est pas une perte en soi. Il y a une valeur à leur séjour dans nos universités, et en particulier, et je pense que ça, tous mes collègues du réseau universitaire québécois se feraient l'écho de ceci, on a besoin de l'apport de nos étudiants internationaux dans les deuxième et troisième cycles, dans les cycles supérieurs, pour maintenir l'écosystème de recherche québécois. L'écosystème de recherche des universités québécoises est un écosystème extrêmement performant. On a une présence et une force de frappe énorme au Québec au niveau de notre écosystème de recherche. Mais il est clair que nous n'avons pas assez de gens au Québec pour remplir les bancs de nos classes de deuxième et troisième cycle. Et c'est ces gens-là qui sont les rouages de notre écosystème de recherche. Sans ces étudiants internationaux, on n'aurait pas la visibilité qu'on a en recherche. On n'aurait pas des entreprises internationales qui viennent s'installer au Québec à cause justement de l'écosystème de recherche du Québec, de la recherche de pointe qu'on fait, du fait qu'ils savent qu'il va y avoir ce transfert de connaissances entre les universités et les entreprises. Donc, c'est un point important. Je vous ai laissé parce que c'est tellement pertinent ce que vous étiez en train de dire, et je vous l'accorde, parce que il faut juste regarder un peu la plupart des laboratoires de recherche, peu importe l'université. On voit des équipes de recherche de renommée internationale dans plusieurs domaines, et on peut constater l'apport de ceux et celles qui décident de venir au Québec, parce que la science, elle est là, la recherche, elle est là. Nos chaires de recherche font un travail exceptionnel de recrutement. Donc, j'entends entre les lignes une certaine doléance, parce que au bout du compte, l'Université McGill risque de sortir perdante de cet exercice de planification. Moi, je pense que je vais peut-être présenter ça d'une autre façon. Moi, je pense que c'est nos étudiants qui risquent de sortir perdants de cet exercice. Je reviens à l'exemple que je donnais dans mon discours d'ouverture de cet étudiant chinois qui m'a contacté, qui travaille fort pour apprendre le français, puis s'intégrer, puis qui a un projet de vie québécoise, qui s'est dit « moi, je vais aller à McGill », puis qui a été attiré au Québec par la réputation internationale de McGill. Je vais aller à McGill, dans une des meilleures universités du monde, et je vais m'installer au Québec. Et je vais faire tous les efforts que je peux. Puis ce qu'on vient de dire à cet étudiant-là, c'est que il n'aura pas accès à la voie rapide, entre guillemets, du PEC. Donc je pense que c'est nos étudiants qui vont finalement en souffrir. Et puis si nos étudiants en souffrent, ça veut dire aussi qu'ils vont avoir moins tendance à rester, et le Québec lui-même va en souffrir en termes de rétention de ses talents. Désolé, je pense que je me suis mal exprimé. Vous avez raison, c'est les étudiants. Je parle au grand-père des étudiants. Vous êtes là aujourd'hui en train de nous parler de vos étudiants, et je le vois toujours. Les recteurs, les vice-recteurs, vous occupez quand même un poste important à la tête, premier vice-principal exécutif adjoint. C'est quand même un poste important, et je vois le caractère possessif. Depuis le début, vous étiez en train de nous parler de cette étudiante. Et je me suis demandé comment nous, en tant que société québécoise, on peut garder ces jeunes.
quand même c'est un rêve. Quelqu'un qui choisit d'épouser un autre pays, de se déraciner, de venir ici, vivre dans un hiver qui n'est pas clément du tout. Pensez-vous que adoucir un peu les règles avec de l'accompagnement, surtout au niveau de la francisation, c'est quelque chose qu'on doit envisager? Je pense que oui, et puis si on peut assouplir les règles, nous, on peut travailler fort sur la francisation. Mais si les règles ne sont pas assouplies, je pense qu'on ne va pas réussir à atteindre notre objectif commun dans ce cas-là. Ouais. Et vous l'avez mentionné dans votre rapport, même si ces gens parlent français, ils ne peuvent pas appliquer, ils ne peuvent pas bénéficier parce que vous êtes un établissement anglophone. Oui, puis et je vais reconnaître aussi que, comme la ministre le soulignait plus tôt, il y a des moyens, mais les moyens, ce n'est pas la voie rapide. Parce qu'on est en train de définir une voie rapide à l'immigration qui est le PEC, et ça a toujours été un très bon outil de voie rapide à l'immigration pour le genre de talent qu'on veut. On veut recruter des jeunes, on veut recruter des jeunes pour le marché du travail. Et cette voie rapide, on va l'offrir à certains étudiants et pas à d'autres. Et je pense que c'est le fait qu'il y a deux vitesses à ce système. Merci. Merci beaucoup, professeur Labo. Alors, c'est pas terminé. Il reste encore une intervention. Donc, je me tourne du côté de la deuxième opposition avec une période de 4 minutes 8 secondes et le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. La parole est à vous. Merci beaucoup. Je vais continuer dans le même sujet. Votre mémoire, vous parlez que McGill offre des cours de français à tous ses étudiants. Vous l'avez dit. Je me demandais, est-ce qu'on sait dans quelle proportion les étudiants internationaux s'y inscrivent à ces cours-là? C'est assez variable et je dois dire qu'il y a différents types de cours aussi, je dois bien vous le dire. On a à peu près 2500 étudiants dans des cours de français dans une année donnée. Mais ces cours-là, comme je vous le disais, on a des cours de français crédités, donc qui font partie du programme. On a des cours de français non crédités qui sont bien ouverts au grand public. On a des programmes spécifiques, par exemple, on a des cours de français, de communication professionnelle en français qui sont gratuitement offerts à nos étudiants au doctorat. Donc, il y a toutes sortes de différentes versions de ceci. Vous avez parlé, je sais pas, j'ai pas beaucoup de temps, vous avez parlé de certains cours sont crédités. Est-ce que vous avez une ouverture au fait que la francisation fasse partie du cursus de tous? Donc, que tous nos étudiants étrangers temporaires entament leur francisation pendant leurs études. Est-ce que vous avez une position là-dessus? C'est des discussions qu'on a en ce moment même au niveau de l'université, de savoir à quel point, premièrement, on peut offrir il y a deux façons de voir ça. La première question, c'est est-ce qu'on peut offrir l'option, au moins à tous nos étudiants, dans le cadre des crédits de leur programme, d'avoir une option en français? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut demander à chacun de nos étudiants d'avoir une option en français dans leur programme? Il n'y a pas de réponse simple, en particulier qu'on a plusieurs programmes qui sont extrêmement difficiles à changer. On a des programmes qui ont des agréments internationaux, des agréments nationaux ou québécois. Et dès qu'on touche à un programme, si on veut rajouter des cours de langue, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Parce que ça fait partie de l'enjeu, le rôle d'anglicisation ou le fait anglais à Montréal de certains étudiants internationaux qui ne se mêlent pas au français ou qui ne touchent pas au français pendant leur cursus complet. Moi, j'ai l'impression que si vous optiez ou si vous avanciez dans cette proposition-là, on aurait brisé cet argument-là, en ce sens où plutôt vous serez un vecteur de francisation envers les étudiants étrangers qui seront tous capables dans la sphère publique à commune ou à moyenne mesure de s'exprimer en français dans la vie de tous les jours. Je pense qu'on y gagnerait. Vous avez été très clair sur votre position sur la réforme du PEC. Par contre, cette fois-ci aussi, dans cette réforme-là projetée, il n'y a pas de mesures transitoires. La dernière fois, il y avait eu des mesures transitoires pour les gens qui allaient obtenir un diplôme d'ici une date X. Donc, à tout événement, là, si jamais les conditions telles qu'écrites devaient être maintenues, est-ce que vous demanderiez au moins que les gens qui sont présentement aux études, ou du moins présentement en voie de compléter leurs études, soient protégés par une clause transitoire? De toute façon, oui, si c'est la meilleure chose qu'on peut obtenir, sans aucun doute, on voudrait une clause transitoire tant que possible. Mais je vais peut-être revenir à ça de manière plus précise. Au fur et à mesure que nous développons de plus en plus de programmes d'intégration pour nos étudiants, je pense que même si le projet passait comme tel qu'il est et qu'on avait des mesures transitoires, on voudrait
revenir en discuter dans pas très longtemps parce que je pense qu'il va falloir qu'on ouvre cette voie rapide à nos étudiants et en particulier ceux qui... On a cette espèce d'idée qu'on a 20% de rétention. Ce 20%-là, on veut s'assurer qu'il reste. Et on veut s'assurer qu'on leur ouvre la voie rapide. Et si on veut garder 30% au lieu de 20%, on a 10% en plus à qui on veut ouvrir la voie rapide. Donc je pense que ça va être important qu'on ait des discussions plus avancées sur à quel moment on peut ouvrir la voie rapide pour ces gens-là. Ça va être crucial pour nos efforts. Bien, il me reste quelques secondes seulement, donc j'en profite pour vous remercier pour votre présentation aujourd'hui et au plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Professeur Labo, merci beaucoup encore une fois pour cette présentation. Merci d'avoir pris part à nos travaux. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Et pour les membres de la commission, je suspends les travaux quelques instants, le temps de recevoir le prochain groupe. Merci. Merci beaucoup.